Alors pour bien planter le décor ce matin, et avant de vous expliquer qu'on se fout de nous avec l'IPO de SpaceX, je voudrais juste reparler brièvement de Broadcom. Broadcom a fait 48% de croissance sur une année et le titre a perdu 286 milliards de capitalisation boursière en une seule séance, la séance d'hier. Oui, vous avez bien entendu 286 milliards en une seule journée pour avoir publié des résultats que tout le monde s'accorde à qualifier d'excellents. 286 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais force est de constater que depuis quelques temps, le terme de milliard n'intéresse plus personne. Mais revenons quand même à Broadcom. La société n'a pas relevé ses prévisions, elle les a maintenues. Pas réduites, pas sabotées, pas accompagnées dans le communiqué de presse hyper angoissant qui dit qu'on va tous mourir, juste maintenues. Et ça, en 2026, c'est apparemment une faute professionnelle extrêmement grave. Quatrième pire destruction de valeur en une journée pour une société américaine dans l'histoire de l'humanité, pour avoir maintenu ses prévisions. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, on a des choses à se dire ce matin, ça va être très long. Je suis Thomas Veillet et nous sommes le 5 juin 2026. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors aujourd'hui, on va parler de trois choses qui résument parfaitement l'état mental du marché en ce moment. Tout d'abord, Broadcom et la punition du très bon élève. En deux, Trump qui veut rencontrer le guide suprême iranien, le fils, parce que le père, il l'a réduit en bouillie le premier jour de la guerre. Et en trois, on a SpaceX, l'IPO du siècle, avec des projections financières qui feraient rougir un auteur de science-fiction sous produits stupéfiants illégaux. Et en fil rouge de tout ça, bien sûr, nous sommes vendredi, premier vendredi du mois, donc les NFP américains qui tomberont cet après-midi à 14h30 et qui vont décider de l'humeur de quelques milliers de personnes qui gèrent des milliers de milliards. Donc, Broadcom. Alors, permettez-moi déjà de vous raconter ce qui s'est passé mercredi soir avec le calme d'un homme qui a survécu à 2 divorces et qui, malgré tout ça, continue d'être sidéré par ce qu'il voit. Broadcom publie ses résultats. Le chiffre d'affaires explose de 48% sur une année, donc 48% de croissance. Si votre appartement prenait 48% de valeur en 12 mois, vous seriez en train de vous offrir un chalet à Verbier et d'écrire vos mémoires. C'est tout simplement colossal. Mais suspense, musique de suspense, la société a gardé son objectif IA pour 2027 à 100 milliards de dollars. Inchangé, pas relevé, pas augmenté de 10, de 15 ou de 20%, juste maintenu. Et c'est là que ça devient intéressant parce que le marché a pété un câble, moins 12,6% hier, 286 milliards envolés, on l'a dit, quatrième pire destruction de valeur en une journée dans l'histoire du monde. Je veux dire, vous réalisez ce qu'on est en train de dire là ? On a une boîte qui fait 48% de croissance et qui se fait démonter la gueule parce qu'elle n'a pas promis 60. On est dans un marché qui a des attentes tellement élevées que même un résultat extraordinaire peut devenir une catastrophe si l'extraordinaire n'est pas suffisamment extraordinaire. C'est le principe des attentes. C'est exactement comme si vous rentrez à la maison avec un 20 sur 20 à votre dernier examen et que vos parents vous disent « Oh, mais alors, pourquoi pas 21 ?» Sauf qu'ici, les parents, c'est Wall Street et la punition, c'est 286 milliards qui disparaissent comme ça avant le dîner. Bon d'accord, c'est 286 milliards de valorisation boursière. C'est pas des sacs de billets qui ont traversé la route pour être stockés ailleurs. Mais quand même, 286 milliards. Et alors la contagion a été immédiate, parce que quand Broadcom éternue, c'est tout le secteur qui attrape une pneumonie. Micron, moins 7,7%, son plus grand record de destruction massive à eux. AMD, ARM, CrowdStrike, tout le monde s'est pris une claque parce que quand la fête s'arrête, tout le monde cherche la sortie de secours en même temps. C'est les femmes et les enfants d'abord, mais après moi quand même. Donc tout le secteur des semi-conducteurs s'est fait déglinguer et ça continue encore ce matin en Asie. Grand classique de la contagion. Il y en a juste un qui s'en est sorti hier, c'est Nvidia, plus 2%. Oui, parce qu'Nvidia, c'est un peu le soleil, tout tourne autour. Même quand l'univers entier est en train de s'effondrer, le soleil, lui, il reste là, tranquille, impassible, à briller bêtement. C'est Nvidia. C'est pas une critique, c'est juste de l'admiration, en fait. Ou alors peut-être de la résignation. À ce stade, je ne sais plus très bien faire la différence. Mais voilà, ce qui est fascinant dans tout ça, c'est le point central de la matinée, c'est le SOX, l'indice des semi-conducteurs, qui a plongé jusqu'à 6% durant la séance, moins 6%, et il a terminé en baisse de seulement 2,15%.
Pourquoi cette différence? Parce que le buy de dip est arrivé, comme toujours, sur son cheval blanc, en armure étincelante, racheter ce qui venait d'être massacré 2 heures plus tôt. Et ça marche presque à chaque fois. Mais pendant que le SOX se faisait allumer, quelque chose d'extraordinaire se passait quand même à l'autre côté du marché, à l'autre bout de la table. Quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des semaines. Le Dow Jones, le vieux, l'ancien Dow Jones, celui avec du Boeing dedans, du Goldman et du United S dedans, le Dow Jones a explosé de 1,73%. Record historique, 51 562 points. Et franchement, là, j'ai quand même dû me frotter un tout petit peu les yeux. Ce qu'on a vécu hier, on appelle ça une rotation sectorielle, officiellement. Dans le jargon, moi j'appelle ça autrement, de la prise de bénéfices habillée en philosophie d'investissement. C'est le genre de déguisement qui convainc tout le monde pendant exactement 24 heures, plus ou moins. Voilà donc ce qui s'est passé concrètement. Des gens qui avaient gagné beaucoup d'argent sur les semi-conducteurs ont décidé momentanément de mettre quelques jetons ailleurs. Donc Goldman Sachs a pris 5%, United Health a pris 5,21%, Boeing 3,28%, American Tower 6,43%, les vieilles valeurs, l'ancienne économie, les sociétés qu'on avait complètement oubliées depuis le début de l'ère de l'intelligence artificielle, comme on oublie un peu ses cousins de province jusqu'au prochain mariage. Et puis le Russell 2000 aussi, les petites capitalisations boursières, les oubliés du bull market, a quand même pris 1,45% hier, et lui aussi s'est offert un record historique. Donc, attendez, je vais juste répéter ça lentement. On dit que les petites capitalisations boursières cartonnent quand l'économie cartonne. C'est le miroir de l'économie. Les petites capitalisations boursières, là, sont au plus haut de tous les temps, alors qu'il y a une guerre depuis 97 jours, que le pétrole est à 95 $, que les taux sont au plus haut depuis 2009, que les défauts de crédit battent des records dans toutes les catégories, crédit auto, prêt étudiant, carte de crédit aux entreprises, toutes sans exception. Non, il n'y a rien à dire. La logique est parfaite. Je ne vois même pas où c'est qu'il pourrait y avoir un problème. Il n'y a aucune raison de se poser des questions, surtout des questions qui fâchent. Bon, rapidement au sujet des taux, parce qu'il y a une bonne nouvelle relative au milieu de tout ça, j'insiste sur le mot relative, le pétrole a reculé à 93 $ hier. Et ça a suffi pour que le marché obligataire souffle un peu. Le 10 ans est à 4,48, le 30 ans repasse sous les 5%. Rien de spectaculaire, mais il souffle un peu. Mais on notera surtout qu'un taux qui ne monte pas en ce moment, c'est considéré comme une vraie victoire. Voilà plus ou moins où l'on est. On se félicite de ne pas avoir aggravé la situation. Et maintenant, on va parler de la partie du programme que j'appelle affectueusement Trump, l'Iran et le soap opéra du jeudi soir où tout le monde parle et que personne ne dit la même chose. Donc, 97 jours. 97 jours de guerre, 97 jours d'accord imminent, 97 jours de deal bientôt, de réunion décisive, de cessez-le-feu qui tient, mais on peut quand même se tirer dessus entre 2 séances de négociation. À ce stade, résumer la situation diplomatique au Moyen-Orient, c'est un peu comme résumer les 40 premières saisons d'une telenovela brésilienne à quelqu'un qui vient d'allumer la télé et qui ne comprend pas un mot de portugais. Vous pouvez essayer, mais ça n'aidera personne. Mais bon, on va quand même essayer de le faire. Jeudi, donc, le Hezbollah a rejeté le dernier accord de cessez-le-feu en date si Israël ne retire pas ses troupes. Israël a dit qu'il ne retirera pas ses troupes. Alors, cessez-le-feu pourri aura quand même duré 24 heures et aura quand même coûté la vie à un casque bleu. La Chambre des représentants américains a voté une résolution pour mettre fin aux hostilités. Symbolique, parce qu'elle sera de toute façon bloquée au Sénat, et Trump considère la loi comme inconstitutionnelle. Ce qui, dans sa bouche, signifie « j'ai un post trousse social à rédiger, alors rappelez-moi plus tard ». Et Trump a également dit qu'un accord pourrait être signé ce week-end. Ce week-end. Eh oui, c'est le 22e accord de week-end depuis le début du conflit. J'ai compté le 22e. On a eu des accords de week-end tous les week-ends, ou presque depuis 97 jours, avec des degrés variables de crédibilité en allant de peut-être à absolument pas question. Et on n'a toujours pas d'accord. Le ministre iranien des Affaires étrangères a répondu aux déclarations de Trump qu'aucun processus significatif n'avait eu lieu, et ces deux hommes décrivent donc la même réalité, mais juste visiblement ils ne sont pas sur la même planète. Mais le meilleur moment de la semaine, celui qui mérite vraiment qu'on s'arrête, c'est Trump qui a déclaré qu'il serait honoré de rencontrer le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, le fils, parce que le père Ali Khamenei est mort le premier jour de la guerre, tué par des frappes initiales, et Trump a précisé que le fils avait une très très bonne réputation dans certains cercles. Alors, j'ai aucune idée de quel cercle il est en train de parler, mais une chose est sûre, il n'en fait pas partie. On attend quand même la liste des cercles pour savoir où c'est qu'il a vraiment une bonne réputation. Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est le génie absurde de l'année, et c'est que ça a quand même fait reculer le pétrole. Le bullshit présidentiel a une valeur marchande. Trump tweet un espoir de rencontre avec l'homme dont il a buté le père, et le Brent perd 3%. C'est une nouvelle forme de politique monétaire. Pas de la Fed, de trousse sociale.
Sauf que, et c'est le point qu'on répète depuis 3 mois sans que personne ne veuille vraiment l'entendre, même si un accord était signé ce soir, avant le dîner, rouvrir le détroit d'Ormuz à pleine capacité prendrait des semaines, et encore des semaines c'est gentil. Le pétrole qui est coincé dans des tankers ne remplit pas immédiatement les réservoirs par l'action du Saint-Esprit. Ce détail absolument basique et pratique échappe à tout le monde, sauf aux gens qui gèrent du pétrole physique. Précisément ceux qu'on n'invite jamais sur les plateaux TV parce qu'ils disent des choses trop concrètes et pas assez photogéniques. Et maintenant, là, vous allez avoir besoin de vous asseoir, si vous n'êtes pas déjà assis, on va parler de SpaceX. On va beaucoup en parler ces prochains temps, parce qu'il y a des analystes payés très très cher qui ont produit des projections financières cette semaine, des projections qui, je pèse mes mots, feraient rougir un auteur de science-fiction. Donc, IPO le 12 juin, la semaine prochaine, 75 milliards levés, valorisation cible 1750 milliards, on connaît l'histoire. Plus grande introduction en bourse de l'histoire, ça on connaît l'histoire aussi. Et Wall Street qui a passé le jeudi matin à pitcher l'affaire à 3500 clients ultra riches dans une salle avec probablement un buffet de qualité. Ils ont produit des modèles financiers absolument hallucinants, il n'y a pas d'autre terme. Selon un analyste, les revenus IA de SpaceX vont passer de 3,2 milliards aujourd'hui à 755 milliards en 2031. 755 milliards en 5 ans. Multiplication par 236. Basé sur quoi? Alors là, mystère complet, aucune explication rationnelle et aucune explication publique. Juste un chiffre. 755 milliards. Posé là, comme ça, si tout était normal, comme si multiplié par 236 en 5 ans, c'était une projection conservatrice. Goldman Sachs, de son côté, eux, ils tapent sur 732 milliards de dépenses sur le capital en 2031, dont 666 milliards liés à l'IA. La société a perdu 4,94 milliards de dollars en 2025. C'est un détail. Ce qu'on nous demande d'acheter aujourd'hui concrètement, c'est des actions d'une société qui est déficitaire, dont les projections de revenus IA représentent 236 fois la réalité d'aujourd'hui, et dont les dépenses projetées en 2031 dépassent le PIB annuel combiné de la Suisse, de la Belgique et de l'Autriche. Le tout dans un contexte où Broadcom vient de se faire massacrer pour ne pas avoir relevé des prévisions déjà excellentes. La cohérence est donc totale, vous en conviendrez, je ne vois vraiment pas où est le problème. Et puis alors, petite note finale sur SpaceX, le S&P a refusé de changer ses règles pour permettre une intégration rapide de SpaceX dans le S&P 500. Si la boîte n'est pas rentable, il n'y a pas de règles spéciales, pas d'introduction, pas de bras, pas de chocolat. Le Nasdaq, lui, a déjà changé les siennes. Eux, ils ont accepté tout ce que SpaceX a demandé, donc à cause de l'argent, probablement. Chacun ses principes. Voilà, cet après-midi, 14h30, non-farm payroll du mois de mai. 85 000 à 95 000 créations d'emplois sont attendues. Chômage stable à 4,3%, salaire à plus 0,3%. Le contexte n'est pas anodin. Les demandes hebdomadaires au chômage sont remontées à 225 000 cette semaine, c'est le plus haut depuis le mois de février. Les annonces de suppression de postes pour mai ont frisé les 100 000, dont 40% attribués à l'IA. Alors, ces licenciements, c'est des entreprises qui réduisent leurs effectifs pour financer leurs investissements en infrastructure IA, histoire de pouvoir annoncer des dépenses IA conséquentes, faire monter leur cours en bourse, justifier la prime d'un CEO qui a eu l'idée brillante de mettre IA dans le communiqué de presse et de recommencer le cycle encore et encore. On licencie des gens pour acheter des puces, les puces, il faut monter Nvidia, Nvidia tire le Nasdaq valide la stratégie, et on recommence encore et encore. C'est le mouvement perpétuel. Moi, ça me fait penser à un seul truc. Je me dis que Desproges et Coluche auraient eu du matériel pour écrire des sketchs pendant au moins 20 ans. Revenons donc à nos NFP, parce que si le chiffre sort autour des attentes, ça sera interprété comme raisonnable. Pas bon au sens l'économie explose, mais bon au sens ça ralentit sans s'effondrer et on peut continuer à prétendre que tout va bien. Si le chiffre sort au-dessus des 150 000, les rendements vont remonter, la Fed restera figée encore plus longtemps et les marchés hésitent entre super, l'économie tient, et merde, la Fed ne va surtout pas baisser les taux. Bonne nouvelle économique égale mauvaise nouvelle boursière. C'est fascinant, rien qu'en le disant, j'y crois pas. Et puis, plus de 75% des experts, n'oublions pas, anticipent maintenant une hausse des taux avant Noël. Donc voici l'équation simplifiée. Chiffre fort, taux en hausse, mauvaise nouvelle pour les actions. Chiffre faible, espoir de baisse, bonne nouvelle pour les actions, mais signal de récession. Chiffre conforme, chacun aura le droit de penser ce qu'il veut, dire ce qu'il veut pendant au moins 3 jours. Bienvenue dans la finance moderne. Ce merveilleux endroit où on prie parfois pour que les gens trouvent moins de travail, afin que les taux baissent, afin que les valorisations tiennent, afin que les bonus soient versés. Amen. C'est la chaîne de solidarité humaine dans toute sa splendeur.
On termine donc une semaine où le marché a battu des records, sanctionné une croissance de 48% parce qu'elle n'était pas de 60%. Regardez Trump promettre le 22e accord de week-end avec l'homme dont il a tué le père et préparer l'entrée en bourse d'une société dont les analystes projettent des revenus équivalents au PIB de plusieurs pays européens dans 5 ans. Et l'IA continue de tout justifier, le pétrole continue de tout compliquer, Trump continue de tout promettre, le détroit d'Ormuz continue d'être en cours de négociation depuis 97 jours. Et cet après-midi, 85 000 emplois ou pas vont décider de l'humeur de quelques milliers de personnes qui gèrent des milliers de milliards, ce qui à son tour décidera de l'humeur de quelques milliards de personnes qui n'ont jamais entendu parler des non-farm payrolls et qui voudraient juste pouvoir faire le plein sans se ruiner. On se retrouve donc lundi pour un nouveau Morning Bull Live et demain pour le Swiss Bliss pour parler de Partners Group. Et puis la semaine prochaine, c'est SpaceX et je vous promets que ça va être quelque chose. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, activez la cloche et passez un excellent week-end. Et à demain. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.